Je rends des livres numéro 12. Nous sommes aujourd'hui le lundi 12 mars et ça fait 15 jours que j'ai arrêté de faire des vidéos, c'est pas bien du tout, et notamment les traductions sans filet. J'avais promis que je me tenais à 3 par semaine et puis voilà, c'est parti en vrille. On va essayer de s'y remettre. Et dans l'immédiat, on se remet à l'accumulation de livres et à l'accumulation de livres que je rends à la bibliothèque. Le premier, je ne l'ai pas lu, c'était un livre emprunté pour mon épouse, un livre de pédagogie au titre très long, c'est un recueil d'articles qui s'appelle « Actualité d'une éducation de l'émotion et de l'intelligence, Janusz Korczak » ou « Ce que laisser seul un enfant signifie ». J'aurai l'occasion de reparler de Janusz Korczak bientôt. Binyavanga Wainaina, j'en ai traduit un texte il y a un peu plus d'un mois dans le cadre des traductions sans filet, justement. One day I will write about this place. Il s'agit d'une autobiographie de l'écrivain kényan, très important, notamment animateur culturel au meilleur sens du terme, qui a un petit peu dynamité la scène littéraire est-africaine dans les années 90, avec Kwani. Et là, c'est son autobiographie. J'en lis un extrait, selon la tradition. Début du chapitre 19. Nakuru, I am home. Mom looks tired and her eyes are sleepier than usual. She has never seemed frail, but does now. I decide that I have changed, and my attempts at maturity make her seem more human. We sit in the dining room and talk from breakfast to lunch. Every so often, she will grab my hand and check my nails. She will lick a spot off my forehead and smooth my eyebrows. She stands to clear the table. She is swiveling a radar, like she used to when we were children, half asleep, shuffling softly in her caftan, and walking around after feeling disturbed by something intangible. We wander and chat, and things gather to some invisible assessment inside her, and she turns, sharp and certain, and says, "You smoke." I nod, eyes tap dancing awkwardly, waiting for it to come, the full blow of power. It doesn't come, there is restraint. They are worried about me, and for the first time in my life, worried enough not to bring it up. I have not spoken to them about my stalled degree in a long time. They know. I know. Binyavanga Wainaina, One day I will write about this place. Un livre émouvant et important intellectuellement sur la scène littéraire africaine. Un livre dont je devais déjà parler lors de la précédente vidéo Je rends des livres, mais j'ai tant à dire dessus qu'en fait je vais le rendre, je vais me l'acheter, et puis je vais surtout garder cette petite feuille de papier sur laquelle j'ai griffonné plein de petites références et de mots-clés et de concepts et de notes, très ébauchées, parce que voilà, c'est un livre trop important. C'est un livre d'une écrivaine qui compte beaucoup pour moi, c'est Ananda Devi, l'écrivaine mauricienne. Pour d'autres raisons, je suis en train de travailler actuellement sur ses poèmes, et notamment avec un groupe d'étudiants. J'aurai peut-être l'occasion de faire une vidéo à ce sujet et d'en parler. Là n'est pas le sujet. Indian Tango, c'est un roman d'Ananda Devi de 2007 qui m'avait totalement échappé lors de sa publication et que je viens de lire en l'empruntant à la BU. Il se trouve que dans la prochaine vidéo Je range mon bureau, que je ferai probablement demain, je vais parler, je pense assez longuement, du tout dernier roman paru d'Ananda Devi, paru le mois dernier, Manger l'autre. Et donc voilà, à l'occasion de la lecture de Manger l'autre, j'ai décidé de rattraper un peu mon retard et de lire certains des livres d'Ananda Devi que je ne connaissais pas encore. Et donc Indian Tango, qui est un livre magnifique, c'est une espèce de rencontre de loin entre un écrivain, narrateur, narratrice, au sexe de plus en plus indéterminé d'ailleurs au fur et à mesure du roman, et pour ne pas tout dire, je ne raconte pas la fin sur cette question justement du genre, entre ce narrateur qui est probablement une figure européenne venue s'enterrer presque, j'allais dire s'isoler, s'exiler, mais en fait vraiment s'enterrer à New Delhi, entre donc cet écrivain qui a décidé d'arrêter d'écrire mais qui en est incapable, et une femme qui est dans la petite cinquantaine et qui va finir par le fasciner de plus en plus et qu'il va approcher, qu'il va essayer de rencontrer. Il y a une espèce de rencontre érotique au sens le plus fort, le plus, comment dire, même fantasmagorique du terme, entre ces deux personnages. Et je propose de lire un extrait en fait du tout dernier chapitre, page 195.
Car qu'aurais-je réussi finalement? Tu le sais, toi, l'ange noir qui me regarde encore, qui n'a qu'à étaler tes ailes pour toucher à tes cauchemars et les transformer en pépites de splendeur tombale, dont le sourire mortifère t'amène à te déchirer la panse pour mieux en contempler la pourriture et en faire sortir des enfants d'ordures et de merveilles. Toi qui souffles le chaos en moi et qui souffres de ne pouvoir t'y mêler plus étroitement, toi qui si souvent guides ma plume, je ne sais si je te mériterai jamais et pourtant je suis né avec toi. Le silence de mon corps m'amoindrit. Je boirais de ton amertume si elle pouvait se transformer en une ciguë qui me brûlerait le ventre, qui éroderait mon corps, qui rongerait mes sens à l'acide pour m'aider à oublier que je suis moi. Je pourrais ainsi croire à la finalité des mots, qu'il suffit de les brasser, de les mélanger, de les réagencer au hasard pour transformer le monde. L'ange noir de l'écriture m'habite depuis toujours, mais je n'ai pas réussi à l'apprivoiser, à le plier à mes nuits, à mes exigences, à mes envies. Je l'imagine parfois insufflant en moi par la bouche, par la parole, son incandescence. J'imagine ce qui sortirait d'une telle union, d'un tel sortilège. Je brillerai, habillé de sa flamme, de son amour. Je vêtirai de ses cendres ma peau consumée. Je raconterai chaque parcelle de mon corps en racontant des histoires qui écartèleraient mes lecteurs. Je les entraînerai sur un chemin sanglant vers leur plus grande dérive, celle dont on ne revient pas inchangé. Je les souffletterai de ma hargne, de mon amour. Je ferai de la poésie le scalpel qui découperait en lambeaux leur chair et les ferait vivre plus magnifiquement, débarrassés de ces peaux qui les plombent et les engluent à leur propre frayeur. Je les pousserai jusqu'au bout. À leur fulgurance noire et rouge, mes mots seraient les séducteurs d'hommes et de femmes et les charmeurs de monstres, et toujours l'ange noir serait à ma droite, surplombant mon épaule, me murmurant à l'oreille ses exigences et ses cruautés, et chaque soleil couchant, sur l'île de nos démences, dégorgerait sur nos corps son encre d'or et de boue. Voilà, ce n'est pas tout à fait la fin, c'est presque la fin du roman. Indian Tango d'Ananda Devi. J'espère que j'ai donné à entendre à la lecture le côté extrêmement beau, extrêmement lyrique, extrêmement âpre de cette écriture, qui est une écriture dérangeante en fait. C'est le dernier roman, mais très dérangeant aussi. C'est une écriture dérangeante qui crée le malaise, dans laquelle le plaisir naît quand même du malaise énormément. Donc c'est une écriture très poétique. J'espère que je l'ai donné à entendre aussi. Il se trouve que je vais assurer là un petit peu au pied levé, même carrément au pied levé, de manière totalement improvisée, un séminaire de master que je ne devais pas faire au départ, mais je remplace une collègue. Et qu'en fait je vais poursuivre la thématique d'une autre collègue qui a fait travailler les étudiants en littérature américaine sur corps, écriture et violence. Et donc c'est du master, et on va travailler là-dessus sur un corpus qui correspond à mes spécialités de recherche, donc Afrique anglophone. Alors ce qui est vraiment dommage, c'est de ne pas pouvoir faire ce qui est vraiment un travail de recherche littéraire, de travail sur la littérature, en éclatant le modèle et en incluant notamment des écrivains comme Raharimanana ou Ananda Devi, qui sont francophones certes, mais dont l'œuvre est totalement marquée, mais alors traversée de part en part par cette triple alliance en quelque sorte du corps, de l'écriture du corps et de la violence qu'il y a à tenter d'écrire le corps. Voilà, je garde mon petit papier, je ne renonce pas à l'idée d'acheter le livre et d'écrire quelque chose d'un peu plus tenu que ces petites vidéos. Là, l'épaisse biographie de Romain Gary par Myriam Anisimov. Romain Gary, le caméléon, ça date de 2004. Et j'ai choisi juste un extrait en fait d'un livre de Romain Gary parce qu'il se trouve que j'ai lu récemment le deuxième volume d'une trilogie qui n'est pas une trilogie romanesque qui se suit, mais qui a été La danse de Gengis Khan. J'en ai parlé dans une des vidéos Je range mon bureau récente. Et il se trouve que le premier tome est un essai qui s'appelle Pour Sganarelle, recherche d'un personnage et d'un roman. Et c'est intéressant parce que je ne l'ai pas lu, mais à la page 378, Myriam Anisimov parle de ce Pour Sganarelle, et je cite, achevé à Paris au mois de juin 1965, et que Gallimard publia à l'automne de la même année, était un essai fracassant en faveur de la liberté du créateur, un réquisitoire contre le roman sans chair et sans viscère, qui était aux yeux de Gary le nouveau roman. Gary s'en prenait également à l'Europe, à la culture occidentale, qui avait engendré la barbarie. Et je cite, Myriam Anisimov cite, et donc je cite avec elle, un extrait du Pour Sganarelle de Romain Gary. Le roman total ne reconnaît à aucun des rapports de l'homme avec l'univers un caractère essentiel, concentrationnaire et dominant.
L'œuvre est là le seul absolu. Tout est intériorisé, possédé, miné, imité, bouffé en quelque sorte. La rivalité avec la puissance de la réalité va des grands ensembles jusqu'à la notation minime de l'histoire à un reflet de soleil sur un brin d'herbe. La création d'un monde se fait ici avec tous les moyens de la création d'un monde. Rien ne peut dominer une telle entreprise, sinon le souci de la victoire artistique. Le monde extérieur ne peut commander que la rivalité. Dès qu'une autre priorité apparaît, c'est la puissance de la réalité qui commence à dicter ses conditions. Le romancier à vocation totale est un valet éternel de l'éternel roman, un sganarelle au gage du chef-d'œuvre, gage qu'il réclame toujours, mais qu'il obtient rarement. Alors c'est une citation d'une richesse, un texte d'une richesse énorme pour justement penser le nouveau roman, le penser avec Romain Gary, éventuellement contre Romain Gary aussi. Je pense que voilà, ces batailles sont quand même loin derrière nous. Donc c'est voilà, je pense qu'on est, enfin, je suis pas sûr d'ailleurs que les romans de Romain Gary soient totalement irréconciliables ou inconciliables avec l'esthétique de certains romanciers qualifiés de nouveaux, regroupés à l'époque sous la bannière de nouveaux romans. Dernier livre que je rends, Le psychanalyste de Leslie Kaplan, et puisque j'ai parlé d'Indian Tango et de la question de l'incorporation, de la question de la fantasmagorie, de la peur de la dissolution dans l'autre, qui est aussi un des thèmes de Indian Tango, eh bien je cite le chapitre, je vais lire pour finir cette vidéo, le chapitre Sylvain a peur, page 242. J'ai eu tellement peur, disait Sylvain, jamais je n'ai eu aussi peur. Je me suis vu dans son corps, j'ai senti que je sautais dans son imperméable, je passais dans son corps. Tout s'est fait en même temps, elle s'est retournée, je l'ai vue, j'ai entendu cette phrase atroce dans ma tête. Sylvain s'arrêta brusquement. Oui, dit Simon. Je l'entends encore, dit Sylvain, c'est horrible, je l'entends encore, j'ai l'impression que je l'entends tout le temps. Un silence. Je ne veux pas la dire, dit Sylvain, je l'entends, je vous l'ai dite, mais maintenant je ne veux plus la dire. Pourquoi, dit Simon. Je ne sais pas, dit Sylvain, elle est là dans ma tête, je ne veux pas la dire, j'ai peur. Pendant que vous suiviez cette femme, vous pensiez à quoi, demanda Simon. À quoi je pensais? À rien, je ne pensais à rien. Je ne sais pas à quoi je pensais, dit Sylvain, je ne sais pas.